Ce soir-là, devant l'écran de télévision de la salle commune, j'ai compris qu'un chiffre pouvait changer une vie. 4,2 millions d'euros. Mon nom, mon visage, et personne autour de moi pour me serrer dans ses bras. Je m'appelle Sabine Charpentier. J'ai 65 ans. Il y a 3 semaines, on m'a déposée ici, à la résidence Les Tilleuls, un établissement propre, aux murs beiges et aux couloirs qui sentent le désinfectant et la solitude. Mes 2 fils, Thomas et Julien, ont signé les papiers d'admission avec un soulagement que j'ai lu dans leurs yeux fatigués. « Maman, tu seras mieux ici. Tu auras de la compagnie, des soins. On viendra te voir. Promis. » Ils ne sont jamais revenus. Mon mari, Henri, était parti 6 mois plus tôt. Cancer du poumon. 38 ans de mariage effacés en quelques mois d'agonie. J'avais été là, chaque jour, à tenir sa main qui devenait de plus en plus légère. À la fin, il ne pesait presque plus rien. Après l'enterrement, la maison est devenue trop grande, ou peut-être trop silencieuse. Mes fils habitaient à Paris, occupés par leur carrière, leur famille. Au début, ils appelaient. Puis les appels se sont espacés. Puis ils ont commencé à parler de solutions pratiques. Dans mon sac à main, un vieux sac en cuir marron qu'Henri m'avait offert pour nos 20 ans de mariage, je garde encore le portefeuille de mon défunt mari. À l'intérieur, entre une photo de nous à Venise et une carte de visite jaunie, il y a un petit rectangle de papier froissé. Un billet de loterie que j'avais acheté 3 jours avant qu'on me conduise ici. Henri jouait toujours les mêmes numéros. Nos dates de naissance, celles des enfants. Par habitude, j'avais continué. Une façon de le garder vivant, même dans ses petits gestes absurdes. Je n'avais jamais vérifié ce billet. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce que Madame Rousseau, ma voisine de chambre, monte le volume du téléviseur pour le tirage du loto. Les boules tombent une à une. 6, 15, 23, 32, 41 et le numéro chance, 7. J'ai senti mes mains trembler. J'ai sorti le billet du portefeuille. Les chiffres étaient identiques. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Le lendemain matin, 2 journalistes se sont présentés à la réception. Ils voulaient interviewer la gagnante miraculeuse de la résidence Les Tilleuls. Le directeur, Monsieur Levasseur, tout sourire, m'a accompagné jusqu'au salon d'honneur. On m'a prise en photo avec mon billet. On m'a demandé ce que j'allais faire avec tout cet argent. J'ai répondu la vérité. Je ne sais pas encore. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mon téléphone n'avait pas sonné depuis mon arrivée, que mes fils ne savaient même pas où j'avais rangé mes lunettes, encore moins ce qui battait encore dans mon cœur. Le soir même, le reportage est passé au journal de 20 heures. Sabine Charpentier, 65 ans, veuve et résidente d'un EHPAD, remporte 4,2 millions d'euros. À 20h30, mon téléphone a enfin sonné. C'était Thomas, mon fils aîné. Sa voix avait ce ton professionnel qu'il utilisait au bureau, celui qui ne laisse pas de place aux émotions. « Maman, j'ai vu le journal. Félicitations. Il faut qu'on parle. Je passe demain. » Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Tu nous manques ?» Juste « Il faut qu'on parle. » J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. La nuit était tombée sur le jardin de la résidence. Quelques lumières brillaient aux fenêtres des autres chambres. Des vies suspendues, comme la mienne. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé retourner dans le temps, vers les dimanches d'avant. Notre maison de Neuilly-sur-Seine était une belle bâtisse bourgeoise, avec un jardin à l'arrière. Henri l'avait acheté quand les garçons étaient petits, grâce à son cabinet d'architecte qui marchait bien. Le dimanche matin, l'odeur du café se mêlait à celle des croissants encore tièdes que j'allais chercher à la boulangerie Le Mercier, rue du Château. Henri lisait Le Figaro dans le salon, ses lunettes sur le bout du nez. Thomas et Julien se chamaillaient pour savoir qui aurait le pain au chocolat avec le plus de pépites. C'étaient des matins dorés, où tout semblait simple et éternel. L'après-midi, Henri jardinait. Il avait planté un cerisier l'année de la naissance de Thomas, un autre pour Julien. Un arbre pour chaque enfant, disait-il. Comme ça, ils auront toujours des racines. Les cerisiers ont grandi avec eux. Chaque printemps, nous faisions des confitures ensemble. Les mains des enfants étaient poisseuses de jus rouge. Julien en mettait partout. Thomas, plus sérieux, comptait les bocaux comme un petit comptable. Le soir, nous dînions tous les 4 autour de la grande table en chêne. Henri racontait ses journées, les clients difficiles, les projets fous. Les garçons parlèrent de l'école. Je les regardais et je me disais que c'était cela, le bonheur. Cette table, ces voix, cette chaleur. Le portefeuille en cuir marron,
Henri me l'avait offert un dimanche de mai, pour nos 20 ans de mariage. Nous étions allés déjeuner au Pré-Catelan, dans le bois de Boulogne. Il avait commandé du champagne et m'avait tendu un petit paquet. Pour ranger tous nos souvenirs, avait-il dit avec ce sourire en coin que j'aimais tant. À l'intérieur, il avait glissé une photo de nous prise à Venise, lors de notre voyage de noces. Nous étions jeunes, immortels, stupides de confiance en l'avenir. Les années ont passé. Thomas est parti faire Sciences Po. Julien a suivi, 3 ans plus tard, pour HEC. La maison est devenue plus silencieuse. Mais il revenait pour les fêtes, pour mon anniversaire, pour Noël. Henri et moi avons appris à vivre à 2 de nouveau. Nous avions nos habitudes. Le marché du samedi matin, les soirées au théâtre, les promenades au Luxembourg quand le temps le permettait. Nous pensions avoir encore 20 ans devant nous. Et puis, un matin de novembre, Henri s'est mis à tousser. Une toux sèche qui ne passait pas. Les médecins ont parlé de masse suspecte, de examen complémentaire, de pronostic réservé. Tout s'est effondré en l'espace de 3 mots. Cancer du poumon. Cette nuit-là, dans ma petite chambre de la résidence Les Tilleuls, j'ai serré le portefeuille contre ma poitrine. Il sentait encore le cuir et, très faiblement, l'eau de toilette d'Henri. Demain, Thomas viendrait. Pas pour moi. Pour l'argent. Je le savais déjà. Thomas est arrivé le lendemain à 11 heures précises. Toujours ponctuel. Toujours impeccable dans son costume gris anthracite. Il m'a embrassé sur les 2 joues. Rapidement, comme on embrasse une connaissance. « Tu as bonne mine, maman. » Mensonge poli. J'avais les traits tirés, les cheveux mal coiffés. Mais c'est ce qu'on dit aux vieilles dames dans les maisons de retraite. « Tu as bonne mine. » Nous nous sommes installés dans le petit salon des visites. Une pièce triste avec des fauteuils en velours beige et des reproductions de Monet au mur. Thomas a sorti son téléphone, l'a posé sur la table basse, écran vers le bas. Alors, cette loterie. C'est incroyable, non? J'ai acquiescé. Incroyable, oui. Comme était incroyable le fait qu'il soit venu si vite alors qu'il n'avait pas mis les pieds ici depuis mon admission. Tu as pensé à ce que tu allais faire de cet argent? Il faut être prudent, maman. Il y a des gens qui profitent des personnes vulnérables. Vulnérables. Le mot est resté suspendu entre nous. J'ai un ami fiscaliste, a-t-il continué, et Julien connaît un excellent gestionnaire de patrimoine. On pourrait t'aider à organiser tout ça. Tu pourrais même nous faire une donation de ton vivant, pour optimiser la succession. Il parlait vite, les mots s'enchaînaient avec une fluidité professionnelle. Il avait préparé son discours. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Quand était-il devenu cet homme-là? La première fissure, je l'avais vu bien avant. C'était 2 mois après le diagnostic d'Henri. Thomas était venu un samedi, pas pour voir son père, mais pour évaluer la situation, comme il disait. Il était entré dans notre chambre, avait regardé Henri qui dormait sous morphine et m'avait entraîné dans le couloir. « Maman, il faut être réaliste. Papa ne s'en sortira pas. Tu as pensé à... Après? Après. Comme si la mort d'Henri n'était qu'une étape administrative à franchir. La maison est trop grande pour toi. Ça vaut combien maintenant, à Neuilly? 800 000? 1 million? Il faudrait vendre pendant que le marché est bon. » J'avais senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose de petit, mais d'essentiel. Ton père est encore vivant, Thomas. Il avait eu ce geste, cette petite moue agacée qu'il faisait enfant quand on le contrariait. Je sais bien, maman. Mais il faut anticiper. C'est mon rôle de te protéger. Me protéger? Ou protéger son héritage? Julien était venu le lendemain. Plus doux dans la forme, mais le fond était le même. Il s'était coordonné, bien sûr. Mes 2 fils qui ne se parlaient presque plus avaient tout soudain trouvé un terrain d'entente. Mon avenir, ou plutôt, mes biens. Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison. Et si tu tombes? Et si tu oublies le gaz? Papa nous aurait demandé de veiller sur toi. Papa. Ils invoquaient Henri pour mieux me convaincre d'abandonner notre vie. Henri est mort 3 mois plus tard. À l'enterrement, Thomas a pleuré. Julien aussi. J'ai voulu croire que c'était sincère, que sous leur costume d'homme d'affaires battaient encore les cœurs des petits garçons qui faisaient de la confiture de cerises. Mais après la mise en terre, pendant le repas, je les ai entendus parler dans le jardin. Julien disait « On va devoir s'en occuper maintenant ». Thomas répondait « Oui, mais pas seul, il faut trouver une bonne maison. » Une bonne maison. Pas ramener maman chez nous, pas s'installer quelques mois avec elle. Non, une maison. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Dans le salon des visites, Thomas attendait ma réponse. Son téléphone a vibré. Il l'a retourné, a lu quelque chose, puis m'a regardé de nouveau. « Alors, maman, pour le gestionnaire de patrimoine ?»
Je peux prendre rendez-vous dès la semaine prochaine. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti le portefeuille en cuir marron. Thomas l'a reconnu immédiatement. J'ai vu son visage changer. C'était ta papa? Oui. Et c'est dans ce portefeuille que j'ai gardé le billet gagnant. Ton père jouait toujours nos dates de naissance, les vôtres aussi. Thomas a détourné le regard. Je vais réfléchir à tout ça, ai-je dit doucement. Mais je n'ai besoin ni de fiscaliste, ni de gestionnaire pour le moment. Il s'est levé, tendu. Comme tu veux. Mais ne fais rien sans nous en parler, d'accord? Tu n'as pas l'habitude de ces sommes. On veut juste te protéger. Il est parti sans se retourner. À la fenêtre, je l'ai vu monter dans sa Mercedes noire et démarrer en trombe. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé. Il n'avait posé aucune question sur ma santé, sur ma vie, ici, sur mes journées, seulement sur l'argent. Les jours suivants, j'ai essayé de me convaincre que j'avais mal jugé Thomas, qu'il était maladroit, certes, mais pas mal intentionné. Après tout, c'était mon fils, mon premier-né, celui que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il faisait ses dents. Les mères ont ce don terrible, elles trouvent toujours des excuses. Il est stressé par son travail, me disais-je en regardant le plafond de ma chambre. Il a 2 enfants, un crédit immobilier. Il s'inquiète pour moi, c'est normal. J'ai commencé à me demander si ce n'était pas moi le problème, si je n'étais pas devenue cette vieille femme méfiante et ingrate que personne n'a envie de voir. Peut-être que Thomas avait raison, peut-être que j'avais besoin d'aide pour gérer cet argent. Henri aurait su, lui. Henri prenait toujours les bonnes décisions. Le mercredi, Julien a appelé. Sa voix était plus douce que celle de Thomas, comme toujours. Mon petit Julien, plus sensible, plus attentionné. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. « Maman, comment tu vas? Thomas m'a dit que tu n'étais pas très réceptive à ses propositions. » Bien sûr, il s'était parlé. « Je vais bien, mon chéri. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je comprends. Mais tu sais, maman, on s'inquiète. Tu es seule là-bas. Et avec tout cet argent, il y a des gens qui lisent les journaux. Des escrocs. On veut juste te protéger. » Ce mot, encore. Protéger. On pensait venir te voir ce week-end, avec Sophie et les enfants. Ça te ferait plaisir, non? Mon cœur s'est serré. Les petits, Emma et Lucas. Je ne les avais pas vus depuis l'enterrement d'Henri. 6 mois. Oh oui, mon chéri. Ça me ferait tellement plaisir. Parfait. On arrive samedi vers 14h. Thomas viendra aussi avec Mathilde et les jumeaux. Une vraie réunion de famille. Une réunion de famille. Les mots ont résonné comme une promesse. Peut-être que je m'étais trompée. Peut-être qu'ils venaient vraiment pour moi, cette fois. J'ai raccroché le cœur un peu plus léger. J'ai même souri à Madame Rousseau qui passait dans le couloir avec son déambulateur. Le jeudi, j'ai demandé à Monsieur Levasseur, le directeur, si je pouvais réserver le grand salon pour samedi après-midi. Pour recevoir ma famille, ai-je précisé avec une fierté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Bien sûr, Madame Charpentier, c'est merveilleux que votre famille vienne vous voir. Il avait ce ton compatissant des gens qui savent que vous êtes abandonnés, mais qui font semblant du contraire. J'ai demandé à la cuisine de préparer un goûter. Des madeleines, du thé, des jus de fruits pour les enfants. J'ai sorti de mon armoire la nappe brodée que ma mère m'avait donnée pour mon mariage. Je l'ai repassée moi-même dans la petite buanderie du 2e étage. Madame Rousseau m'a regardé faire avec ses yeux tristes. « Vous êtes contente, Sabine ?»« Oui. Mes fils viennent avec les petits-enfants. » Elle a hoché la tête sans rien dire. Mais dans son silence, j'ai entendu ce qu'elle pensait. Les vieux comprennent toujours les vieux. Le vendredi soir, j'ai ouvert le portefeuille d'Henri. La photo de Venise était là, un peu jaunie. Nous avions 25 ans, toute la vie devant nous. J'ai caressé le visage d'Henri du bout du doigt. « Qu'est-ce que je dois faire ?» ai-je murmuré. Mais Henri était mort, et les morts ne répondent pas. J'ai pensé au billet de loterie. 4,2 millions d'euros. Une somme qui changerait la vie de mes fils, qui paierait les études des petits-enfants, qui leur offrirait la sécurité. N'était-ce pas mon rôle de mère, leur donner ce que je pouvais? Peut-être que Thomas avait raison. Peut-être qu'une donation de mon vivant était la solution intelligente. Après tout, qu'est-ce que j'allais faire de tout cet argent, seul dans cette résidence? Je me suis couchée avec cette idée en tête. Je leur en parlerai samedi. Je leur dirai oui, pour la paix, pour l'amour, pour ne pas être une charge, une mère difficile, une vieille femme égoïste. Le samedi matin, je me suis préparée avec soin. J'ai mis ma robe bleue, celle qu'Henri aimait. J'ai coiffé mes cheveux. J'ai même mis un peu de rouge à lèvres. À 13h30, j'étais déjà dans le grand salon. La table était dressée. Les madeleines sentaient bon. J'avais apporté quelques jouets que je gardais dans ma chambre pour les enfants. Des petites voitures, une poupée, des livres. À 14h,
Personne n'était arrivé. À 14h30, j'ai envoyé un message à Julien. « Vous êtes en route ?» À 15h, il a répondu « Désolé maman, contretemps, on arrive. » À 16h, Thomas est entré seul dans le salon. Pas de Mathilde, pas de jumeaux, pas de Julien, ni de Sophie, ni d'Emma, ni de Lucas. Juste Thomas, avec une chemise cartonnée sous le bras. Il a regardé la table dressée, les jouets, ma robe bleue. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la gêne, peut-être, ou du mépris. Julien ne pouvait pas venir finalement. Lucas a un match de foot. Et nous, on a un dîner ce soir. Donc, je ne peux pas rester longtemps. Il a posé la chemise sur la table, à côté des madeleines. Mais j'ai apporté les documents. Pour la donation. Si tu signes aujourd'hui, on peut tout régler rapidement. Mon fiscaliste dit qu'il faut agir vite. Je me suis assise lentement. Thomas est resté debout, impatient, consultant déjà sa montre. « Tu veux un thé? Des madeleines ?»« Non merci maman. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. » Il a ouvert la chemise et étalé les documents devant moi. Des pages et des pages de termes juridiques que je ne comprenais pas. Donation-partage, usufruit, nue propriété. Les mots dansaient devant mes yeux. C'est très simple, en fait. Tu nous donnes une partie maintenant. Tu gardes un usufruit pour vivre confortablement et à ton décès, tout est déjà réglé. Pas de frais de succession. C'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Et si j'ai besoin de cet argent? Pour mes soins, pour... Maman, tu es dans une résidence. Tout est pris en charge. Et puis, regarde autour de toi. Tu as besoin de quoi, exactement? J'ai regardé autour de moi. Le salon impersonnel. Les murs beiges, les fauteuils usés, les madeleines que personne ne mangerait. Je peux réfléchir quelques jours? Thomas a soupiré. Ce soupir que je connaissais trop bien. Celui de l'enfant contrarié devenu un homme qui n'a pas le temps. Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Mon fiscaliste dit que chaque jour compte, avec les nouvelles lois fiscales. Il a laissé les documents sur la table. Il s'est penché pour m'embrasser. Vite, déjà ailleurs. Appelle-moi quand tu auras décidé. Et il est parti. Je suis restée seule avec les madeleines et les jouets inutiles. Le dimanche, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé Mathilde, la femme de Thomas. Nous n'avions jamais été très proches. Elle était avocate, toujours pressée, toujours impeccable. Mais avant, au moins, elle faisait l'effort. Elle m'appelait pour mon anniversaire. Elle m'envoyait des photos des jumeaux. « Allô, Sabine ?» Sa voix était surprise, méfiante presque. « Bonjour Mathilde. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et savoir comment vont Paul et Léa. » Un silence, trop long. « Ils vont bien, ils grandissent vite. Écoute Sabine, je suis un peu occupée là. Je comprends. C'est juste que... Hier, Thomas est venu seul. J'espérais voir les petits. Oui, je sais. Il m'a dit... Écoute, elle a hésité. Thomas m'a demandé de ne pas t'en parler, mais je trouve que vous devriez discuter sérieusement tous les deux. Il est très stressé en ce moment. Cette histoire d'argent le préoccupe beaucoup. Cette histoire d'argent? Tu veux dire malotterie? Oui. Enfin non. Ce que je veux dire, c'est que... Elle cherchait ses mots. Il pense que ce serait mieux pour tout le monde si les choses étaient réglées rapidement. Pour ta tranquillité aussi. Ma tranquillité. Mathilde, est-ce que Thomas a des problèmes financiers? Le silence s'est allongé. J'ai entendu sa respiration. Je ne peux pas en parler. Mais signe les papiers, Sabine. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Elle a raccroché. Cette conversation m'a empêché de dormir. Le lundi matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Chercher des informations par moi-même. Monsieur Levasseur m'avait montré comment utiliser l'ordinateur de la salle commune. J'ai tapé « Thomas Charpentier, architecte Paris » dans la barre de recherche. Son cabinet apparaissait. Photos élégantes, projets ambitieux. Mais en regardant mieux, j'ai trouvé un article dans Les Échos, daté de 3 mois plus tôt. Le cabinet Charpentier & Associés fait face à des difficultés après l'abandon d'un projet immobilier majeur à la Défense. Plusieurs employés auraient été licenciés. 3 mois. C'était juste après l'enterrement d'Henri. J'ai continué à chercher. Un autre article, plus récent. Les cabinets d'architecture parisiens sous pression. Plusieurs dépôts de bilan attendus en 2025. Mon cœur battait vite, trop vite. J'ai cherché ensuite Julien Charpentier, HEC. Mon petit Julien, toujours si brillant. J'ai trouvé son profil professionnel. Directeur financier dans une start-up. Mais en lisant entre les lignes, j'ai vu les changements. Il avait changé d'entreprise 3 fois en 2 ans. La start-up actuelle était en recherche de fonds. Mes 2 fils avaient des problèmes d'argent. Et maintenant, leur mère venait de gagner 4,2 millions d'euros.
Le mardi, j'ai reçu un appel de Sophie, la femme de Julien. Elle était gentille, Sophie, institutrice, des mains douces et un sourire sincère. « Sabine, bonjour, je voulais m'excuser pour samedi. Julien m'a dit que vous aviez préparé un goûter et que... Ce n'est rien, ma chérie. Non, ce n'est pas rien. » Elle a baissé la voix. « Sabine, je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais... Julien est très tendu en ce moment. Il a des dettes importantes. L'appartement, les écoles privées des enfants, il ne dort presque plus. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Parce qu'il a honte. Et parce que... » Elle s'est arrêtée. Quand il a appris pour la loterie, il a dit quelque chose. Il a dit « Enfin, on va pouvoir respirer. » Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Ce soir-là, j'ai sorti le portefeuille d'Henri. J'ai regardé la photo de Venise. Nous étions si jeunes, si insouciants. Sur la table de ma chambre, les documents de donation attendèrent ma signature. J'ai pensé à Thomas et Julien, à leurs dettes, à leur stress, à leur famille. J'ai pensé aussi à ce goûter préparé avec amour, à cette table dressée pour des enfants qui n'étaient jamais venus, à cette robe bleue que j'avais mise pour rien. J'ai pensé à Henri, qui répétait toujours « On ne mesure pas l'amour à l'argent, Sabine. On le mesure au temps qu'on donne. » Mes fils n'avaient pas de temps pour moi, mais pour 4,2 millions, ils en trouvaient. J'ai rangé les documents non signés dans le tiroir de ma table de nuit, à côté du portefeuille. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à voir clair. Les jours suivants ont été étranges. Je me sentais comme une actrice dans ma propre vie, observant de l'extérieur une pièce dont je connaissais déjà la fin. Thomas appelait tous les matins. « As-tu réfléchi, maman ?» Julien envoyait des messages l'après-midi. « On s'inquiète pour toi. » Mais aucun d'eux ne demandait comment j'allais vraiment, comment je dormais, si les autres résidents étaient gentils, si la nourriture était bonne, si je me sentais seule. Non. Ils demandaient juste si j'avais pris une décision. Je répondais à chaque fois « J'ai besoin d'un peu plus de temps ». Et je sentais leur frustration grandir à travers le téléphone. Le mercredi après-midi, je suis allée marcher dans le jardin de la résidence. C'était une belle journée de printemps. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres. J'ai pensé aux cerisiers de notre maison de Neuilly. Ils devaient être en fleurs maintenant. Les nouveaux propriétaires les voyaient-ils seulement? Monsieur Bertrand, un autre résident, était assis sur un banc. Ancien professeur de philosophie, 82 ans, l'esprit encore vif. Nous avions pris l'habitude de discuter parfois. Madame Charpentier, la célébrité locale, comment va la gagnante de la loterie? Il y avait de l'ironie dans sa voix, mais pas méchante, juste lucide. Je ne sais pas trop, monsieur Bertrand. Asseyez-vous. Je me suis assise. Le soleil était doux sur mon visage. Mes enfants veulent que je leur donne mon argent, ai-je dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé. Peut-être parce qu'il était un étranger, ou parce que, parfois, les étrangers comprennent mieux que la famille. Et vous ne voulez pas? Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je ne sais pas s'ils le veulent pour les bonnes raisons. Monsieur Bertrand a hoché la tête. Il a sorti sa pipe, sans l'allumer. Juste la tenir. J'ai 3 enfants, Madame Charpentier. 3. Vous savez quand ils viennent me voir? Jamais. Vous savez quand ils appellent? À Noël. Peut-être. L'année dernière, ma fille a oublié mon anniversaire. 82 ans. Mais quand j'ai parlé de vendre mon appartement de Bordeaux, ils sont tous venus. Tous les 3. En même temps. Pour la première fois en 10 ans. Il a ri. Un rire sans joie. L'argent révèle les gens, Madame Charpentier. Il ne les change pas. Il révèle simplement ce qui était déjà là. Ces mots ont tourné dans ma tête toute la soirée. L'argent révèle les gens. Il ne les change pas. Thomas et Julien avaient-ils toujours été ainsi? Ou étais-je devenu aveugle avec le temps, refusant de voir ce que Henri, peut-être, avait déjà compris? J'ai repensé aux derniers mois de la vie d'Henri, à ces conversations qu'il essayait d'avoir avec moi et que je refusais d'entendre. Un soir, 2 semaines avant sa mort, il m'avait tenu la main. « Sabine, promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux, mon amour. Ne te laisse pas faire. » Faire quoi? Par les garçons. Ils sont différents maintenant. Ne te laisse pas faire. J'avais cru qu'il délirait à cause de la morphine. Mais peut-être pas. Peut-être qu'Henri savait, qu'il avait vu ce que je refusais de voir. Le jeudi matin, j'ai reçu un appel de Thomas. Mais ce n'était pas sa voix habituelle. Elle était dure, impatiente. « Maman, il faut qu'on arrête ces enfantillages. Ça fait 2 semaines. Tu as eu largement le temps de réfléchir. Thomas, Non, écoute-moi. Tu ne te rends pas compte de la situation. Si tu ne fais rien maintenant, tu vas te faire plumer par le fisc. Et nous, on n'aura plus rien. C'est ça que tu veux? Que des inconnus profitent de l'argent que papa aurait voulu qu'on ait? L'argent que papa aurait voulu qu'on ait.
Il parlait comme si cet argent leur appartenait déjà. « Thomas, cet argent est à moi. » Un silence glacial. « Bien sûr que c'est à toi, maman. Personne ne dit le contraire. Mais tu es dans une maison de retraite. Tu n'es plus toute jeune. Tu as besoin qu'on s'occupe de ces choses pour toi. Tu n'es plus toute jeune. » Les mots ont fait mal. Plus mal que je ne l'aurais cru. « Je vais venir samedi avec Julien. Et cette fois, tu signes. C'est pour ton bien, maman. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé mon téléphone. Ma main tremblait. Pour mon bien. Le vendredi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé Marguerite, ma sœur cadette. Nous nous étions éloignés après mon mariage. Marguerite n'avait jamais aimé Henri. Elle le trouvait trop sûr de lui, trop bourgeois. Nous nous parlions encore, mais de loin, à Noël, aux anniversaires, pas plus. « Sabine, c'est toi ?» Sa voix était surprise. Heureuse aussi, je crois. « Oui, c'est moi. »« Oh, mon Dieu, ça fait combien de temps? Comment tu vas? J'ai appris pour Henri. Je suis désolée. Je n'ai pas pu venir à l'enterrement. J'étais... » « Ce n'est pas grave, Marguerite. Et toi? Tu es où? Les garçons s'occupent de toi? » J'ai hésité. Puis j'ai tout raconté. La résidence, l'abandon, la loterie, Thomas et Julien, les documents, leurs dettes, leur impatience. Marguerite n'a rien dit pendant que je parlais. Quand j'ai fini, elle a soupiré. Je le savais. « Tu savais quoi? Que ces garçons finiraient comme ça. Tu te souviens de ce que je disais? Que tu les élevais comme des petits princes? Que tu leur donnais tout sans rien demander en retour? » Marguerite, non, laisse-moi finir. Henri les a gâtés. Toi aussi. Ils n'ont jamais manqué de rien. Ils n'ont jamais eu à se battre pour rien. Et maintenant, ils pensent que tout leur est dû. Même ta dignité, même ton argent. Ces mots étaient durs, mais justes, terriblement justes. Qu'est-ce que je dois faire? Ne signe rien, Sabine. Ne leur donne rien. Pas maintenant. S'ils t'aiment vraiment, ils reviendront. Pas pour l'argent, pour toi. Et s'ils ne reviennent pas, elle s'est arrêtée. Alors, tu auras ta réponse. Le samedi matin, Thomas et Julien sont arrivés ensemble, à 10 heures précises. Julien portait un costume sombre. Thomas avait la chemise cartonnée sous le bras. Ils avaient des visages fermés, déterminés. Nous nous sommes installés dans le même petit salon que la dernière fois. Mais cette fois, je n'avais rien préparé. Pas de madeleine, pas de thé, pas de nappe brodée. Thomas a posé les documents sur la table. « Alors, maman, on va régler ça aujourd'hui. Pas de « bonjour », pas de « comment tu vas », juste « on va régler ça ». Julien a pris ma main. Le geste était doux, mais je sentais la tension dans ses doigts. « Maman, on sait que c'est difficile pour toi, mais on veut vraiment t'aider. Papa aurait voulu qu'on soit tous unis, qu'on s'occupe de toi. Papa, encore papa. Et c'est pour ça que vous ne m'avez pas rendu visite depuis 3 semaines, que vous n'avez pas amené les petits-enfants, que vous ne m'appelez que pour me parler d'argent ?» Ma voix était calme, trop calme. Thomas s'est redressé. « Maman, on est très occupés. On a des vies, des responsabilités. On ne peut pas venir te voir tous les jours. Je ne demande pas tous les jours, Thomas. Je demande juste... » Ma voix s'est brisée. « Je demande juste à exister un peu dans vos vies. » Julien a serré ma main plus fort. « Tu existes, maman. On pense à toi tout le temps. »« Vraiment ?» J'ai retiré ma main doucement. « Alors dis-moi, quelle est ma couleur préférée, Julien ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Et toi, Thomas, quel est mon plat préféré ?» Silence. « Quelle série je regarde le soir? Quel est le nom de ma voisine de chambre? Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai mal quelque part? » Les questions tombaient comme des pierres. « Vous ne savez rien de ma vie, parce que vous ne me demandez rien. Vous ne voulez rien savoir. Vous voulez juste que je signe. » Thomas s'est levé. « Écoute, maman, on n'est pas venu pour se disputer. On est venu pour t'aider. Si tu ne veux pas notre aide, tant pis. Mais ne viens pas te plaindre après. » Me plaindre de quoi, Thomas? De tout, de la solitude, de l'argent mal géré, de ta situation. Tu as 65 ans, maman. Tu ne seras pas toujours lucide. Un jour, tu auras besoin de nous. Et ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Les mots sont restés suspendus dans l'air, froids, menaçants. Est-ce que c'est une menace? Non, c'est un fait. Julien s'est levé aussi. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. On veut juste te protéger. » Me protéger? Ou vous protégez-vous? De vos dettes? De vos problèmes financiers? Les deux se sont figés. Vous croyez que je ne sais rien? Que je suis devenue stupide parce que je suis vieille? J'ai cherché les garçons. J'ai lu les articles. Je connais vos difficultés. Thomas est devenu rouge. Tu nous espionnes maintenant? Non. J'essaie juste de comprendre pourquoi mes fils, qui ne m'ont pas rendu visite pendant 6 mois,
sont soudain si préoccupés par mon bien-être. C'est dégueulasse, ce que tu insinues, a dit Thomas. Sa voix tremblait de colère. Je n'insinue rien, je constate. Julien a baissé la tête. On a des problèmes, d'accord? C'est vrai, mais ça ne change rien au fait qu'on t'aime, qu'on veut ton bien. Si vous m'aimiez, vous seriez venu me voir avant que je gagne à la loterie. Le silence qui a suivi était terrible. Thomas a ramassé les documents. Très bien. Garde ton argent. Garde tout. Mais ne compte pas sur nous. Je n'ai jamais compté sur vous, Thomas. Pas depuis que vous m'avez déposé ici comme un vieux meuble encombrant. Il est parti sans un mot. Julien est resté un moment, les yeux humides. Je suis désolé, maman. Moi aussi, mon chéri. Il est sorti. Je l'ai regardé rejoindre son frère à travers la fenêtre. Ils ont parlé un moment sur le parking. Thomas gesticulait. Julien hochait la tête. Puis ils sont montés dans leur voiture et sont partis. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai sorti le portefeuille d'Henri. La photo de Venise me regardait. Nos visages jeunes, nos sourires confiants. Tu avais raison, mon amour. Ne te laisse pas faire, tu as dit. J'ai pleuré. Pas de gros sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sans s'arrêter. J'ai pleuré sur mes fils qui n'étaient plus mes fils, sur les petits garçons qu'ils avaient été et qu'ils ne seraient plus jamais, sur les madeleines que personne ne mangerait, sur la nappe brodée que je ne ressortirais plus. J'ai pleuré sur la mère que j'avais été et qui n'était plus nécessaire. Ce soir-là, Madame Rousseau a frappé à ma porte. Elle tenait une tasse de tisane. Je vous ai entendu pleurer. Entrez. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Elle m'a tendu la tisane. Nous sommes restés silencieuses un moment. Mes enfants aussi, a-t-elle dit finalement. Quand mon mari est mort, ils ont vendu la maison en 3 semaines. Ils m'ont dit que c'était pour mon bien, que j'aurais l'argent pour payer la résidence. Mais ils ont gardé la moitié, pour eux, parce qu'ils méritaient un héritage de leur vivant. Elle a souri tristement. On élève nos enfants, on leur donne tout, et parfois on découvre qu'on a élevé des étrangers. Qu'est-ce qu'on fait alors? On continue à vivre, on se reconstruit, on apprend à exister sans eux. C'est dur, mais on y arrive. Elle a serré ma main et est partie. J'ai bu la tisane, elle était chaude, réconfortante. Puis, j'ai pris les documents de donation et je les ai déchirés. Lentement, méthodiquement, en petits morceaux, je les ai jetés dans la corbeille et j'ai compris que quelque chose venait de se briser définitivement. Mais aussi que quelque chose d'autre, peut-être, venait de naître. Une version de moi que je ne connaissais pas encore. Une femme qui ne mendiait plus l'amour de ses enfants. Une femme qui apprenait, enfin, à se choisir elle-même. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été les plus longs de ma vie. Pas parce qu'il se passait quelque chose. Au contraire, parce qu'il ne se passait rien. Mon téléphone restait silencieux. Pas d'appel, pas de message. Pas même ces textes impersonnels que Julien envoyait parfois. « Bonne journée, maman. » Rien. Le silence de mes fils pesait plus lourd que toutes leurs paroles. Le dimanche matin, 1 semaine après la dispute, j'ai assisté à la messe dans la petite chapelle de la résidence. Je n'étais pas particulièrement croyante, mais j'aimais le calme de cet endroit, les vitraux colorés, l'odeur de l'encens, le son de l'orgue. Le prêtre, un jeune homme d'une 40aine d'années au regard doux, parlait du pardon. « Pardonnez à ceux qui vous ont offensé », disait-il. Je l'écoutais et je me demandais, est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon? Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui ne pense même pas avoir fait quelque chose de mal? Après la messe, le père Mathieu m'a abordé dans le couloir. « Madame Charpentier, je vous vois souvent ici ces derniers temps. »« Oui, mon père, ça m'apaise. Vous avez l'air tourmenté, si vous me permettez. » J'ai hésité, puis j'ai parlé. Pas de tout, juste de l'essentiel. « Mes enfants, nous nous sommes disputés, à cause d'argent. » Il a hoché la tête. L'argent révèle toujours ce qui est caché dans le cœur. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas. Je les ai perdus. Mais en même temps, je me demande si je les ai vraiment eus un jour. Le père Mathieu a posé sa main sur mon épaule. « Vous savez, Madame Charpentier, perdre quelqu'un qui ne vous respecte pas n'est pas vraiment une perte. C'est une libération, même quand c'est douloureux, même quand ce sont nos propres enfants. » Ces mots m'ont accompagné toute la journée. Le lundi, j'ai reçu un appel inattendu. Mathilde, la femme de Thomas. « Sabine, il faut qu'on parle. » Sa voix était tendue, pas agressive mais déterminée. « Je t'écoute, Mathilde. » Thomas m'a raconté ce qui s'est passé samedi. Sa version, en tout cas. « Et tu m'appelles pour me faire la morale ?»« Non. » Elle a soupiré. « Je t'appelle pour te dire la vérité. » Un silence. Puis elle a continué. « Thomas a des dettes, beaucoup de dettes, pas juste le cabinet. Il a fait des investissements idiots, des placements risqués qui ont mal tourné. On a un crédit immobilier énorme,
Les écoles privées des jumeaux coûtent une fortune. Et maintenant, la banque menace de saisir notre appartement. Je suis désolée, Mathilde. Ne sois pas désolée. Sa voix était dure maintenant. Écoute-moi bien, Sabine. Quand il a appris que tu avais gagné à la loterie, Thomas a dit « Enfin, on est sauvés. Pas « je suis content pour maman ». Pas « elle va pouvoir vivre mieux ». Non, on est sauvés. Comme si cet argent lui appartenait déjà. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de lui parler, de lui dire que ce n'était pas bien, que tu venais de perdre Henri, que tu étais seule. Il m'a répondu que tu n'avais besoin de rien dans une résidence, que cet argent ne te servirait à rien, qu'il valait mieux qu'il revienne à la famille. Pourquoi tu me dis tout ça, Mathilde? Parce que j'ai honte et parce que tu mérites de savoir. Elle a hésité. Et aussi parce que je vais le quitter. Je ne peux plus vivre avec un homme qui abandonne sa mère pour de l'argent, qui met une pression terrible sur sa propre mère malade de chagrin. Mathilde, ne fais pas ça à cause de moi. Je ne le fais pas à cause de toi. Je le fais pour moi, pour les jumeaux, pour qu'ils n'apprennent pas que l'amour se mesure en euros. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, les mains tremblantes. Même la femme de Thomas me comprenait mieux que mon propre fils. Le mardi, c'est Sophie qui a appelé, la femme de Julien. Sa voix était douce, presque suppliante. « Sabine, je suis tellement désolée pour tout ça. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Si, un peu. J'aurais dû intervenir plus tôt. J'aurais dû dire à Julien que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais j'avais peur. Peur qu'on perde notre appartement. Peur de ne plus pouvoir payer les activités d'Emma et Lucas. Je comprends, Sophie. Non, tu ne comprends pas. Elle pleurait maintenant. On t'a abandonnée. On t'a mise dans cette résidence et on ne t'a plus jamais rendu visite. Et quand tu as gagné cet argent, au lieu d'être heureux pour toi, on a pensé à nous. Uniquement à nous. Elle sanglotait. Julien ne dort plus. Il pleure la nuit. Il dit qu'il a trahi son père, qu'Henri aurait honte de lui. Mon cœur s'est serré. Mon petit Julien, mon enfant sensible. Est-ce qu'il veut me parler? Il dit qu'il ne peut pas, qu'il a trop honte, qu'il ne mérite pas ton pardon. Dis-lui, ma voix s'est brisée. Dis-lui que je l'aime, que je l'aimerai toujours, mais que je ne peux pas lui donner cet argent. Pas comme ça, pas maintenant. Je comprends, et je te respecte pour ça. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le mercredi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis sortie de la résidence. J'ai pris un taxi et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener à Neuilly-sur-Seine, à notre ancienne maison. J'avais besoin de la voir une dernière fois. La maison était toujours là, bien sûr, mais différente. Les nouveaux propriétaires avaient repeint la façade en gris clair, avaient changé les volets, avaient coupé les rosiers d'Henri. Mais les cerisiers étaient toujours là, les arbres de Thomas et Julien, en pleine floraison, magnifiques. Je suis restée là, debout sur le trottoir, à regarder cette maison qui avait abrité ma vie entière, les rires des enfants, les dimanches en famille, les disputes du soir, les réconciliations du matin, Henri qui jardinait, moi qui préparais le dîner. Tout était là, dans ces murs. Et maintenant, tout était parti. Une femme est sortie de la maison, la quarantaine, blonde, élégante. Elle m'a vue et s'est approchée. « Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je suis désolée. C'est juste que j'habitais ici avant, avec mon mari. » Son visage s'est adouci. « Oh, vous êtes Madame Charpentier? Le notaire m'a parlé de vous. Entrez si vous voulez. »« Non, merci. Je voulais juste voir les cerisiers. Mon mari les avait plantés pour nos fils. » Elle a regardé les arbres. « Ils sont magnifiques. On les garde précieusement. Mes enfants adorent les cerises. » J'ai souri. Au moins, les arbres avaient retrouvé une nouvelle famille. « Vous savez, » a dit la femme, « on a trouvé quelque chose dans le grenier. Une boîte, avec des photos, des lettres, des affaires personnelles. Vos fils n'en ont pas voulu. Ils ont dit que ce n'était que de vieilles choses sans valeur. Mais si vous voulez, elles sont à vous. » Mon cœur a bondi. « Vraiment? Attendez ici. » Elle est rentrée et est revenue avec une boîte en carton. Une boîte que je reconnaissais. Henri y rangeait nos souvenirs, nos premières lettres d'amour, les dessins des enfants quand ils étaient petits, les faire-part de naissance. Merci, merci infiniment. De rien. Ces choses-là ont de la valeur. Peut-être pas en argent, mais... Elle a souri. Vous comprenez? Oui, je comprenais. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert la boîte. Tout y était. Les lettres d'Henri avec son écriture élégante, les dessins des garçons. Thomas avait dessiné un château. Julien, un cœur avec écrit « Je t'aime, maman ». J'ai trouvé aussi une enveloppe que je ne connaissais pas. Sur l'enveloppe, écrit de la main d'Henri « Pour Sabine, à ouvrir si un jour tu doutes ».
Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre. Ma chère Sabine, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. C'est que tu es seule et que, probablement, tu traverses un moment difficile. Je t'écris pendant que tu dors, quelques semaines avant ma mort. Je sais que mes jours sont comptés. Et je veux te dire des choses que je n'ai pas eu le courage de te dire de mon vivant. Nos fils, Sabine, nos beaux garçons. Je les aime, mais je les connais. Et je sais qu'ils ne sont pas devenus les hommes que j'espérais. Nous les avons trop protégés, trop gâtés. Nous leur avons donné tout sans jamais rien demander en retour. Et maintenant, ils pensent que tout leur est dû. Quand je serai parti, ils voudront tout. La maison, l'argent. Ils te mettront dans une résidence et ils t'oublieront. Je les connais. Je suis leur père. Ne les laisse pas faire, mon amour. Ne te laisse pas effacer. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de choisir ta vie, même sans moi. Si un jour tu dois choisir entre leur amour et ta dignité, choisis ta dignité. Parce qu'un amour qui te demande de t'effacer n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Je t'aime, Sabine. Je t'ai aimée dès le premier jour où je t'ai vue à Venise. Tu étais belle, drôle, vivante. Ne laisse personne éteindre cette lumière en toi, même pas nos fils. Vis, pour toi, pour moi, pour nous. Ton Henri qui t'aimera toujours. J'ai pleuré, longtemps. Des sanglots profonds qui venaient du ventre. Henri savait, il avait toujours su. Et il m'avait laissé cette lettre comme une permission. Une permission de me choisir, de dire non, de vivre pour moi. Ce soir-là, j'ai sorti le portefeuille en cuir marron. J'ai regardé la photo de Venise. Henri me souriait. Jeune, fort, vivant. Tu avais raison, mon amour. Surtout. J'ai glissé la lettre dans le portefeuille, à côté de la photo. Et j'ai compris que je n'avais rien perdu. Mes fils s'étaient perdus eux-mêmes. Mais moi, je me retrouvais. Lentement, douloureusement. Mais je me retrouvais. Le jeudi matin, j'ai reçu un appel de Thomas. Sa voix était froide, distante. « Maman, j'appelle pour te dire que nous ne viendrons plus te voir. Ni moi, ni Julien. Tu as fait ton choix. Nous faisons le nôtre. » Thomas. « Non, tu as été clair. L'argent est plus important que ta famille. Eh bien, vis avec ton argent. Nous, on vivra sans toi. » Ce n'est pas l'argent qui est important, Thomas. C'est le respect. C'est l'amour. C'est « Au revoir, maman. » Il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. J'ai attendu qu'il rappelle, qu'il s'excuse, qu'il dise qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Mais le téléphone est resté silencieux. Ce jour-là, j'ai fait une chose étrange. Je suis allé dans le jardin de la résidence. J'ai trouvé une petite parcelle de terre que personne n'utilisait. J'ai demandé à Monsieur Levasseur si je pouvais y planter quelque chose. « Bien sûr, Madame Charpentier. Qu'est-ce que vous voulez planter ? » « Un cerisier. » Il a souri. « Un cerisier. C'est une belle idée. » Le lendemain, avec l'aide d'un jardinier de la résidence, j'ai planté un jeune cerisier. Pas pour mes fils. Pour moi, parce que j'avais besoin de racines aussi. Parce que j'avais besoin de quelque chose qui grandisse, qui fleurisse, qui donne des fruits. Quelque chose qui me rappelle que la vie continue. Même après la perte, même après la trahison, même après le chagrin. Le vendredi soir, Madame Rousseau est venue frapper à ma porte. « Sabine, vous dormez ?»« Non, entrez. » Elle s'est assise sur mon lit. Elle tenait quelque chose dans ses mains. Une petite boîte. Je voulais vous donner ça. C'est la broche de ma mère. Elle est morte quand j'avais 20 ans. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, une broche délicate en forme d'oiseau. Pourquoi vous me montrez ça? Parce que ma mère me disait toujours, les oiseaux n'ont pas de nid permanent. Ils volent, ils construisent, ils recommencent. Et c'est comme ça qu'ils survivent. Elle m'a regardé dans les yeux. Vous avez perdu votre nid, Sabine. Vos fils l'ont détruit. Mais vous pouvez en construire un nouveau, différent. Plus petit, peut-être, mais à vous, vraiment, à vous. Elle a refermé la boîte et l'a posée sur ma table de nuit. Gardez-la, pour vous souvenir que vous pouvez voler encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. Henri, ma maison, mes fils. Mais j'ai pensé aussi à tout ce que j'avais gagné. Ma dignité, ma lucidité, ma liberté. J'avais 65 ans, peut-être 20 ans devant moi, peut-être plus, peut-être moins. Mais ces années seraient les miennes. Pas celles d'une mère dévouée qui s'efface, pas celles d'une veuve qui attend la mort, les miennes. Et avec 4,2 millions d'euros, je pourrais peut-être faire quelque chose de bien, quelque chose qui aurait du sens, quelque chose dont Henri serait fier, quelque chose qui prouverait que même après avoir tout perdu, on peut encore tout gagner, soi-même. Le dimanche suivant,
Je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Peut-être depuis la mort d'Henri. Peut-être même depuis plus longtemps encore. J'ai ouvert les rideaux de ma chambre. Le soleil entrait à flots. Dans le jardin, mon cerisier se dressait, fragile mais présent, vivant, comme moi. J'ai sorti le portefeuille d'Henri. J'ai relu sa lettre. Vice, pour toi, pour moi, pour nous. C'était le moment de décider ce que j'allais faire de ma vie, de mon argent, de mon temps. 4,2 millions d'euros, une fortune. Mais une fortune qui ne servait à rien si elle restait sur un compte bancaire, froide et inutile. Henri avait toujours dit « L'argent n'a de valeur que quand il sert à quelque chose de plus grand que soi ». Il était temps de lui donner raison. Le lundi matin, j'ai demandé à Monsieur Levasseur de m'aider à contacter un notaire. Pas celui de Thomas, un nouveau. Quelqu'un qui travaillerait pour moi, pas pour mes fils. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts et au regard intelligent. Elle est venue me voir à la résidence le mardi après-midi. « Madame Charpentier, je suis ravie de vous rencontrer. Monsieur Levasseur m'a expliqué que vous souhaitiez organiser votre patrimoine. Oui, et surtout, lui donner un sens. Nous nous sommes installés dans le petit salon. J'avais préparé du thé. J'avais aussi préparé mes idées. Voilà ce que je veux faire, maître. D'abord, je veux créer une fondation. » Elle a levé les sourcils, intéressée. Une fondation pourquoi? Pour les personnes âgées isolées, pour celles qui, comme moi, ont été abandonnées par leur famille. Je veux financer des programmes de visite, des activités, des sorties. Je veux que personne ne se sente seul comme je me suis sentie. Maître Dubois a souri. C'est une belle initiative. Ce n'est pas tout. Je veux aussi créer un fonds d'aide pour les résidences comme celle-ci, pour qu'elles puissent accueillir des personnes qui n'ont pas les moyens, pour que personne ne soit rejeté parce qu'il est pauvre. Elle notait tout sur son ordinateur portable. Et je veux faire une donation à l'hôpital où Henri est mort, pour le service d'oncologie, pour que d'autres malades aient de meilleures conditions, pour que d'autres familles n'aient pas à voir leurs proches souffrir comme Henri a souffert. C'est très généreux, Madame Charpentier. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice. J'ai cet argent par hasard. Je n'en ai pas besoin pour vivre. Alors autant qu'il serve à quelque chose. Et vos fils? J'ai hésité. Puis, j'ai dit la vérité. Mes fils auront ce qui restera. Après ma mort. Pas avant. Et seulement s'ils le méritent. Maître Dubois m'a regardé avec respect. Je vais rédiger tout ça. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour signer. Les jours suivants, j'ai commencé à organiser ma nouvelle vie. Ma vraie vie. J'ai appelé Marguerite, ma sœur. Nous avons parlé pendant 2 heures. De tout. De rien. De notre enfance. De nos parents. De nos erreurs. Tu sais, Sabine, je suis fière de toi. Pourquoi? Parce que tu as choisi de vivre, pas de survivre, de vivre. J'ai mis du temps, mais tu l'as fait, c'est ça qui compte. Marguerite, tu veux venir me voir? Un silence. Puis, d'une voix émue, « Oh oui, oui, je veux. Dimanche prochain? Je serai là. » J'ai aussi commencé à participer aux activités de la résidence, l'atelier peinture du mercredi, le club de lecture du jeudi, les sorties au marché du samedi matin. J'ai rencontré d'autres résidents. Madame Leclerc, ancienne institutrice, qui racontait des histoires merveilleuses. Monsieur Girard, ancien boucher, qui chantait des chansons paillardes et faisait rire tout le monde. Madame Fontaine, 90 ans, qui jouait encore aux échecs avec une vivacité impressionnante. Des gens, de vraies personnes, pas parfaites, mais présentes. Un après-midi, au club de lecture, nous discutions d'un roman de Marguerite Duras. Madame Leclerc m'a regardé et m'a dit « Vous avez changé, Sabine. »« Ah oui? Oui. Quand vous êtes arrivée, vous étiez comme une ombre. Maintenant, vous êtes là, vraiment là. » J'ai souri. Elle avait raison. Je revenais à la vie, lentement, doucement, mais sûrement. Le mercredi suivant, Maître Dubois est revenu avec les documents. J'ai tout lu attentivement. Chaque clause, chaque condition. La fondation porterait le nom d'Henri. Fondation Henri Charpentier pour la dignité des aînés. 1 million d'euros seraient alloués immédiatement. Le reste suivrait progressivement, selon les besoins. J'ai signé. Ma main ne tremblait pas. Voilà, c'est fait. Maître Dubois m'a serré la main. Vous savez, j'exerce ce métier depuis 25 ans. Je vois beaucoup de gens gérer leur patrimoine, mais rarement quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi, quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à soi. Quelqu'un qui transforme la douleur en action. Quelques jours plus tard, un journaliste du Parisien m'a contacté. Il voulait faire un article sur « la gagnante généreuse de la loterie ». J'ai accepté. Pas pour la gloire, mais pour que d'autres sachent.
pour que d'autres personnes âgées abandonnées comprennent qu'elles ont encore le pouvoir d'agir, de choisir, de vivre. L'interview a eu lieu dans le jardin de la résidence, près de mon cerisier. Madame Charpentier, pourquoi avoir créé cette fondation? Parce que j'ai compris quelque chose. On peut avoir de l'argent et être pauvre, et on peut être pauvre et être riche. Tout dépend de ce qu'on a dans le cœur. Vos fils doivent être fiers de vous. J'ai souri tristement. Mes fils ne me parlent plus. Le journaliste a eu l'air gêné. Je suis désolée. Ne le soyez pas. C'est la vie. Parfois, les gens qu'on aime nous déçoivent. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'aimer. Ça veut juste dire qu'on doit apprendre à s'aimer soi-même d'abord. C'est une belle philosophie. Ce n'est pas une philosophie. C'est une survie. L'article est sorti le samedi suivant, en première page de la section Société, avec une grande photo de moi près du cerisier. Le titre disait « Sabine, 65 ans, de la solitude à la solidarité ». Le dimanche, Marguerite est venue. Elle est arrivée avec un énorme bouquet de pivoines, mes fleurs préférées. « Tu te souviens que j'aime les pivoines ?»« Bien sûr, je me souviens de tout, Sabine. Nous avons déjeuné ensemble dans le petit restaurant de la résidence. Nous avons ri, pleuré, parlé de maman, de papa, de nos vies si différentes. Tu es heureuse, Marguerite? Je suis seule. Mais oui, je suis heureuse. Mais comment on fait? On arrête d'attendre que le bonheur vienne des autres. On le crée soi-même, avec ce qu'on a, où qu'on soit. Elle a pris ma main. Tu vois, Sabine, tu as passé ta vie à attendre qu'Henri rentre du travail, à attendre que les garçons appellent, à attendre que quelqu'un te dise que tu étais importante. C'est vrai. Mais maintenant, tu n'attends plus. Tu agis, tu crées, tu vis, et c'est magnifique. Ce soir-là, après le départ de Marguerite, je suis sortie dans le jardin. Il faisait doux, le ciel était étoilé. J'ai regardé mon cerisier, petit, fragile, mais vivant. Tu vas grandir, ai-je murmuré, et un jour, tu donneras des fruits. Et ces fruits seront pour tout le monde, pas seulement pour moi. Madame Rousseau m'a rejointe. Vous parlez à votre arbre? Oui. Ça vous choque? Non. Moi, je parle à mes plantes, et elles me répondent, je vous jure. Nous avons ri. Sabine, vous avez l'air apaisée. Je le suis, pour la première fois depuis longtemps. C'est l'argent? Non. C'est le choix. J'ai choisi de ne plus être une victime. J'ai choisi d'être actrice de ma vie. Même à 65 ans, même dans une résidence, même sans mes fils. Elle a hoché la tête. C'est beau. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Sophie, la femme de Julien. Sabine, j'ai lu l'article du Parisien. Je suis tellement émue. Ce que vous faites est magnifique. Julien l'a lu aussi. Il n'a rien dit, mais je l'ai vu pleurer. Je crois qu'il réalise ce qu'il a perdu. Je crois qu'il commence à comprendre. J'ai relu le message plusieurs fois. Julien pleurait. Julien comprenait. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Il faut revenir. Il faut demander pardon. Et surtout, il faut le faire pour les bonnes raisons. Pas par culpabilité. Pas par honte. Mais par amour. Si Julien revenait un jour, ce serait quand il serait prêt. Vraiment prêt. En attendant, je vivais. Le mois suivant, la Fondation a organisé sa première action. Un programme de visite à domicile pour les personnes âgées isolées. Des bénévoles formés qui venaient 2 fois par semaine, pour parler, pour écouter, pour être là. Monsieur Levasseur m'a proposé de couper le ruban inaugural. J'ai accepté. Il y avait du monde. Des journalistes, des bénévoles, des résidents. Marguerite était là aussi. J'ai pris la parole. Ma voix tremblait un peu au début. Puis elle s'est affermie. Quand j'ai gagné à la loterie, j'ai cru que ma vie allait changer. Et elle a changé. Mais pas comme je l'imaginais. J'ai perdu mes fils. Mais j'ai trouvé un sens à ma vie. J'ai compris qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer, pour choisir, pour agir. Cette fondation, c'est ma façon de dire merci. Merci à la vie qui m'a donné une seconde chance. Et merci à tous ceux qui, comme moi, refusent de se laisser effacer. Nous sommes vieux, mais nous sommes vivants. Et tant qu'on est vivant, on a le droit d'exister, pleinement, dignement. Les applaudissements ont éclaté. Des gens pleuraient. Moi aussi. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. Madame Charpentier? C'est Mathilde, la femme de Thomas. Sa voix était différente, plus douce, plus humble. Bonsoir, Mathilde. Je voulais vous dire... J'ai vu l'inauguration à la télévision. C'était magnifique. Vous êtes magnifique. Merci. Sabine, je voulais vous dire que je quitte Thomas. C'est fini. Les papiers de divorce sont signés. Oh, Mathilde, je suis désolée.
Ne le soyez pas. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Elle a hésité. « Thomas n'a pas bien pris l'article du Parisien. Il dit que vous l'avez humilié publiquement, que vous vous êtes servi de votre argent pour vous venger. » Oh, ce n'était pas une vengeance. Je sais, mais lui ne le comprend pas. Il est amer, très amer. Sa vie part en morceaux. Le cabinet est en liquidation. On va perdre l'appartement. Et maintenant, je le quitte. Je n'ai pas voulu ça. Non, mais c'est la vie qui le lui rend. Tout ce qu'il a fait, toute cette cupidité, tout cet égoïsme, ça lui revient. Elle a soupiré. La vie a une mémoire, Sabine. Elle finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir. Les mots de Mathilde résonnaient en moi. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Thomas perdait tout. Son cabinet, son mariage, sa dignité, non pas parce que je l'avais puni, mais parce que la vie l'avait rattrapé, parce que ses choix avaient des conséquences, parce que l'égoïsme finit toujours par isoler. Je n'ai pas ressenti de joie, juste une immense tristesse. C'était mon fils, mon petit garçon, et il souffrait. Mais je ne pouvais rien faire. Il devait traverser ça seul, apprendre, comprendre, grandir. Si un jour il revenait, je serais là, peut-être. Mais pour l'instant, je devais continuer ma route, sans lui. Le lendemain, je suis retournée dans le jardin. Mon cerisier avait grandi. Pas beaucoup, mais un peu. De nouvelles feuilles apparaissaient. J'ai pensé à Henri, à sa lettre. « Vis, pour toi, pour moi, pour nous. » C'est ce que je faisais. Je vivais, enfin. Pas pour mes fils, pas pour mon mari mort, pas pour qui que ce soit d'autre, pour moi. Et étrangement, en vivant pour moi, je vivais aussi pour les autres. Pour tous ces vieux abandonnés qui retrouvaient un sens grâce à la fondation. Pour tous ces malades qui bénéficiaient de meilleures conditions à l'hôpital. Pour tous ces bénévoles qui trouvaient un but en aidant. En me choisissant, j'avais choisi le monde. Ce soir-là, j'ai ouvert le portefeuille d'Henri, la photo de Venise, la lettre. Et maintenant, l'article du Parisien que j'avais plié soigneusement. 3 souvenirs, 3 étapes. Venise, le début, l'amour, l'innocence, la lettre, le réveil, la lucidité, le choix, l'article, la renaissance, l'action, la vie. J'ai embrassé la photo d'Henri. Regarde ce que j'ai fait, mon amour. Regarde comme je vis. Et j'ai senti, quelque part, qu'il était fier. 6 mois avaient passé depuis l'inauguration de la fondation. 6 mois pendant lesquels ma vie avait pris une forme que je n'aurais jamais imaginée. La fondation Henri Charpentier avait déjà aidé plus de 200 personnes âgées. Les bénévoles venaient régulièrement. Les résidents isolés retrouvaient le sourire. Les lettres de remerciement arrivaient chaque semaine. Moi, j'avais trouvé une routine, une vraie vie, pas celle qu'on m'avait imposée, mais celle que j'avais choisie. Marguerite venait me voir tous les dimanches. Nous déjeunions ensemble, nous nous promenions dans le jardin. Mon cerisier avait encore grandi. Il portait maintenant de petites cerises vertes qui, d'ici quelques semaines, seraient rouges et sucrées. Madame Rousseau et moi étions devenus de vrais amis. Nous regardions des films ensemble le soir. Nous jouions aux cartes. Nous parlions de tout et de rien. J'avais une vie, une vraie vie. Mais mes fils restaient absents. Un mardi matin de septembre, j'ai reçu un appel de Sophie. « Sabine, il faut que je vous parle. » Sa voix tremblait. « Que se passe-t-il, ma chérie ?»« C'est Julien. Il a fait une dépression. Il est hospitalisé. » Mon cœur s'est serré. « Quoi? Où? » ?»« À l'hôpital Sainte-Anne, le service psychiatrique. Il a essayé de... » Elle n'a pas pu finir sa phrase. Mais j'ai compris. Mon Dieu. Il ne va pas bien, Sabine. Il répète sans arrêt qu'il a tout gâché, qu'il a trahi son père, qu'il a perdu sa mère. Il ne dort plus, il ne mange plus. Les médecins disent que c'est une dépression sévère. J'ai fermé les yeux. Mon petit Julien, mon enfant sensible. Est-ce qu'il veut me voir? Je ne sais pas. Il ne parle presque plus. Mais Sabine, je crois qu'il a besoin de vous, même s'il ne peut pas le dire. J'arrive. L'hôpital Sainte-Anne. J'y étais allée une fois, il y a longtemps, pour visiter une amie. Un endroit immense, avec des bâtiments anciens et des jardins paisibles. Mais aussi un endroit de souffrance, de fragilité. Sophie m'attendait à l'entrée du service. Elle avait maigri, des cernes noires sous les yeux. Elle aussi souffrait. Merci d'être venue. C'est mon fils, Sophie. Nous avons marché dans les couloirs silencieux, des portes fermées, des regards vides, des vies suspendues. Julien était dans une chambre au bout du couloir, seul, assis sur son lit, regardant par la fenêtre. Quand je suis entrée, il ne s'est pas retourné. Julien? Il a tressailli. Puis, lentement,
Il a tourné la tête. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Ce n'était plus mon fils, c'était une ombre, les joues creuses, les yeux éteints, le regard vide de quelqu'un qui a perdu la volonté de vivre. « Maman ?» Sa voix était un murmure. « Oui, mon chéri, c'est moi. » Je me suis approchée, je me suis assise à côté de lui sur le lit. J'ai pris sa main. Elle était froide, si froide. « Je suis désolée, maman. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Je suis tellement désolée. »« Chut, je suis là maintenant. J'ai tout gâché. Papa aurait honte de moi. » « Non, Julien, papa t'aimait, comme je t'aime. Mais je t'ai abandonné. Je t'ai mise dans cette résidence et je ne suis plus jamais venue. Et quand tu as gagné cet argent, j'ai pensé à moi, uniquement à moi, à mes dettes, à ma vie, pas à toi, jamais à toi. » Il sanglotait maintenant, des sanglots profonds, déchirants. « Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite rien. Je l'ai pris dans mes bras, comme quand il était petit, comme quand il faisait des cauchemars, et qu'il venait se réfugier dans notre lit. Tu es mon fils, Julien. Tu feras toujours partie de moi. Mais je t'ai fait du mal. Oui, tu m'as fait du mal. Beaucoup de mal. Je ne mentais pas. Je ne cherchais pas à le consoler avec des mensonges. Mais la douleur ne dure pas éternellement. Elle s'apaise. Elle se transforme. Et parfois, elle nous apprend quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Elle m'a appris que je pouvais vivre sans vous, que je pouvais exister par moi-même, que je n'avais pas besoin de votre validation pour avoir de la valeur. Il m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu de la surprise, et aussi peut-être du respect. Tu es forte, maman. Non, je suis juste vivante. C'est différent. J'ai passé l'après-midi avec Julien. Nous avons parlé, vraiment parlé. Pour la première fois depuis des années, il m'a raconté ses dettes, la pression, la peur de perdre son appartement, la honte de ne pas réussir comme son frère, la jalousie aussi. Thomas a toujours été le préféré de papa. Ce n'est pas vrai. Si, papa admirait Thomas, son ambition, sa réussite. Moi, j'étais le fils sensible, celui qui pleurait facilement, celui qui n'était jamais assez fort. Ton père t'aimait, Julien. Différemment peut-être, mais il t'aimait. Ah, alors pourquoi il ne me l'a jamais dit? Je n'avais pas de réponse. Henri n'avait jamais été très démonstratif avec Julien. Peut-être parce qu'il ne savait pas comment gérer la sensibilité de son fils cadet. Peut-être parce qu'il avait peur de le rendre encore plus fragile. Ton père n'était pas parfait, Julien. Personne ne l'est. En partant, Sophie m'a raccompagnée jusqu'à la sortie. Merci d'être venue. Ça lui a fait du bien de vous voir. Et toi, Sophie, comment tu tiens? Elle a souri tristement. Je tiens. Pour les enfants. Pour Julien. Mais c'est dur. Tu as besoin d'aide? Financièrement, vous voulez dire? Elle a secoué la tête. Non. Enfin si, mais je ne peux pas vous demander ça. Pas après tout ce qui s'est passé. J'ai pris son visage entre mes mains. Sophie, tu n'es pas responsable des erreurs de Julien. Tu es une bonne épouse, une bonne mère. Tu ne mérites pas de souffrir. Mais laisse-moi t'aider. Pas pour Julien, pour toi, pour Emma et Lucas. Les larmes ont coulé sur ses joues. Vous êtes trop bonne, Sabine. Non, je suis juste une grand-mère qui veut voir ses petits-enfants grandir dans la dignité. Le lendemain, j'ai demandé à Maître Dubois de mettre en place une aide financière pour Sophie et les enfants. Pas une donation. Juste de quoi payer les études, le loyer, les nécessités. Julien n'en saurait rien. C'était entre Sophie et moi. Parce que même si Julien m'avait blessé, ses enfants n'avaient rien fait de mal. Ils ne méritaient pas de payer pour les erreurs de leur père. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu, d'un numéro que je connaissais trop bien. Thomas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Oui, maman, c'est Thomas. Sa voix était différente, cassée, humble, presque méconnaissable. Bonjour, Thomas. Un silence. Puis, j'ai appris pour Julien. Oui. Oh, comment va-t-il? Il va mieux. Lentement. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Nouveau silence. Maman, Sa voix s'est brisée. Tout est fini. Mon cabinet, mon mariage, mon appartement. La banque a tout saisi. Je vis chez un ami maintenant, dans un studio de 30 mètres carrés. Il pleurait. Thomas pleurait. Les jumeaux sont chez Mathilde. Elle a la garde exclusive. Je les vois un week-end sur 2, dans un point rencontre, comme un criminel. Je suis désolée, Thomas. Non, ne sois pas désolé, j'ai mérité tout ça. C'était la première fois qu'il l'admettait. J'ai été cupide, égoïste. Je t'ai abandonné. Je t'ai traité comme une chose, comme un moyen d'obtenir de l'argent. Et maintenant, la vie me le rend. Thomas? Non, laisse-moi finir. J'ai lu l'article.
J'ai vu ce que tu as fait avec ton argent, la fondation, les donations, et j'ai eu honte, tellement honte. Parce que pendant que je pensais à moi, à mes dettes, à mes problèmes, toi, tu pensais aux autres, aux abandonnés, aux oubliés. Il sanglotait maintenant. Papa aurait été fier de toi, et il aurait eu honte de moi. Henri vous aimait, Thomas, tous les deux, même s'il vous connaissait, même s'il savait que vous n'étiez pas parfait. Comment tu peux me parler encore, après tout ce que je t'ai fait, parce que tu es mon fils, et qu'un jour, peut-être, tu comprendras que l'amour d'une mère ne se négocie pas. Il est là, toujours, même quand il est blessé, même quand il est déçu. Un long silence. Puis, d'une voix tremblante, « Est-ce que je peux venir te voir ?» J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la douleur, à l'abandon, au mépris, mais j'ai pensé aussi à Henri, à sa lettre. « Ne te laisse pas faire. » Mais Henri n'avait jamais dit de ne pas pardonner. « Oui, tu peux venir. Mais pas pour l'argent, Thomas. Pour moi. Uniquement pour moi. Je sais, je viens pour toi, pour te demander pardon, pour essayer de reconstruire quelque chose. Si c'est encore possible. On verra. » Thomas est venu le samedi suivant. Je l'ai à peine reconnu. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois, les cheveux grisonnants, le visage fatigué, les épaules voûtées, plus rien de l'homme arrogant qui était venu avec ses documents de donation. Nous nous sommes assis dans le jardin, près de mon cerisier. Les cerises étaient mûres maintenant, rouges et brillantes. Tu as planté un cerisier. Oui, comme papa l'avait fait pour vous. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de racines, de quelque chose qui grandisse, qui vive. Il a regardé l'arbre, puis il a dit, d'une voix basse, « Nos cerisiers à Neuilly, les nouveaux propriétaires les ont coupés. Mon cœur s'est serré. Les arbres d'Henri, disparus. Pourquoi ? Ils voulaient agrandir la terrasse. J'ai essayé de les en empêcher, mais je n'avais aucun droit. » Il a baissé la tête. « J'ai tout perdu, maman. Tout. Mes affaires, ma famille. Et maintenant, même les arbres de papa sont partis. Les arbres de papa sont toujours là, Thomas. » Il m'a regardé, surpris. Dans nos cœurs, dans nos souvenirs, personne ne peut couper ça. Nous avons parlé longtemps. Thomas m'a raconté sa chute, les clients qui partaient, les employés qu'il avait dû licencier, les huissiers, les menaces, la honte. J'ai appelé mes amis pour demander de l'aide. Personne n'a répondu. C'est souvent comme ça quand on tombe. On découvre qui sont nos vrais amis. Je n'en ai pas, ou plus. Il a souri amèrement. J'étais tellement occupé à réussir, à briller, que je n'ai jamais pris le temps de construire de vraies relations. Juste des contacts professionnels, des gens utiles. Et maintenant que tu n'es plus utile, ils ont disparu, comme j'avais disparu de ta vie. Il a levé les yeux vers moi. Tu comprends maintenant ce que tu as ressenti quand on t'a abandonné ? Je le comprends. Je le vis. Oui, tu le comprends. Avant de partir, Thomas s'est arrêté devant le cerisier. Il a cueilli une cerise, l'a regardée, puis l'a mangée. Elle est bonne. Oui, le fruit de la patience. Il m'a regardé. Maman, je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui. Je ne le mérite pas. Mais je te demande le temps de te prouver que j'ai changé, que j'ai compris. Le temps, je peux te le donner. Le pardon viendra peut-être, ou peut-être pas, on verra. C'est déjà plus que je ne mérite. Les semaines ont passé. Thomas est revenu, chaque samedi. Pas pour demander, pas pour négocier, juste pour être là. Il m'aidait au jardin, arrosait le cerisier, parlait avec les autres résidents, jouait aux cartes avec Monsieur Bertrand. Une fois, Monsieur Bertrand m'a dit « Votre fils a changé. Vous croyez ? Oui, la souffrance change les gens, en bien ou en mal. Lui, elle l'a changé en bien. Julien est sorti de l'hôpital en novembre, fragile, mais vivant. Sophie m'a appelé pour me remercier de l'aide financière. Grâce à vous, on a pu garder l'appartement. Les enfants peuvent continuer leur école. Julien peut se reconstruire sans pression. C'est normal, Sophie. Non, ce n'est pas normal. C'est généreux. Après tout ce qu'on vous a fait, tu ne m'as rien fait, Sophie. Et les enfants non plus. Vous êtes des victimes, vous aussi. Un dimanche de décembre, mes 2 fils sont venus ensemble. C'était la première fois depuis la confrontation. Nous avons déjeuné tous les 3 dans le petit restaurant de la résidence. C'était étrange, tendu, mais aussi apaisant. Nous avons parlé d'Henri, de nos souvenirs, des dimanches à Neuilly, des cerises, des madeleines. « Tu te souviens, maman, quand tu faisais des madeleines pour nos goûters ?» a dit Julien. « Oui, elles étaient les meilleures du monde. » Thomas a souri. « Papa disait que c'était parce que tu y mettais de l'amour, pas juste des ingrédients. Votre père était poète parfois. Il nous manque.
a dit Thomas. Sa voix tremblait. À moi aussi, chaque jour. Après le déjeuner, nous sommes allés dans le jardin. Le cerisier avait perdu ses feuilles maintenant, mais il était toujours là, fort, enraciné. L'année prochaine, il donnera encore plus de cerises, ai-je dit. Thomas a touché le tronc. Tu crois qu'on peut recommencer à zéro, maman? Non, on ne peut pas effacer le passé, mais on peut construire un nouveau futur, différent, plus honnête, plus vrai. Julien a pris ma main. On voudrait essayer, si tu nous en donnes la chance. J'ai regardé mes 2 fils, ces hommes imparfaits, blessés, faillibles, mais aussi, peut-être, en train de redevenir humains. On verra, jour après jour. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai sorti le portefeuille d'Henri, la photo de Venise, la lettre, l'article du Parisien. J'ai ajouté quelque chose de nouveau. Une petite photo que Thomas avait apportée. Une photo de nous 4, il y a 20 ans, dans le jardin de Neuilly, devant les cerisiers. Nous étions heureux, ou du moins, nous pensions l'être. Henri, ai-je murmuré. La vie leur a rendu ce qu'ils ont donné. Thomas a tout perdu. Julien a touché le fond. Mais ils reviennent, doucement. Peut-être sincèrement, je ne sais pas encore, mais je leur donne une chance, pas parce qu'ils la méritent, mais parce que je suis leur mère, et que c'est ce que font les mères. Elles donnent des chances, encore et encore, jusqu'au bout. Un matin de janvier, j'ai reçu une lettre, de Mathilde. Chère Sabine, je voulais vous remercier. Thomas m'a dit que vous le receviez chaque semaine, que vous lui donniez du temps, de l'attention, ce dont il avait besoin. Je ne sais pas si nous nous remettrons ensemble un jour, probablement pas, mais je vois qu'il change, qu'il devient meilleur, plus humble, plus humain. Et je voulais vous dire que les jumeaux parlent souvent de vous. Ils ont vu l'article dans le journal. Paul a dit « Grand-mère est une héroïne ». Léa a dit « Je veux être comme elle quand je serai grande ». Vous êtes une inspiration, Sabine, pas seulement pour vos petits-enfants, mais pour tous ceux qui vous connaissent. Avec toute mon affection, Mathilde. J'ai pleuré en lisant cette lettre, pas de tristesse, mais de quelque chose d'autre, de soulagement peut-être, ou de fierté, ou simplement de gratitude envers la vie. Mes fils m'avaient abandonné, trahi, blessé, mais la vie leur avait rendu justice, pas par ma main, mais par leur propre choix. Thomas avait perdu son arrogance, Julien avait perdu ses illusions, et moi, j'avais perdu mes chaînes. Ce soir-là, dans le jardin, j'ai regardé le ciel étoilé. Madame Rousseau m'a rejointe. À quoi pensez-vous, Sabine? Je pense que la vie est étrange, qu'elle nous prend tout, et puis, parfois, elle nous rend quelque chose, pas ce qu'on avait avant, mais quelque chose de différent, de mieux peut-être. Vous parlez de vos fils? Oui, et de moi, de nous tous. Elle a hoché la tête. Vous savez ce que j'ai appris avec l'âge? Non, que la justice n'est pas toujours immédiate, mais qu'elle arrive toujours, d'une façon ou d'une autre. La vie a une mémoire, et elle finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai souri. Ces mots, je les avais déjà entendus, de Mathilde, de moi-même. Ils étaient vrais. La vie m'avait pris Henri, mes fils, ma maison, mais elle m'avait rendu ma dignité, ma liberté, mon sens. Et maintenant, peut-être, elle me rendait aussi mes fils, différents, imparfaits, mais présents. C'était plus que je n'osais espérer, et c'était suffisant. 1 an. Une année entière s'était écoulée depuis ce soir où j'avais vu mon nom à la télévision. Depuis ce moment où 4,2 millions d'euros avaient changé ma vie. Pas comme je l'avais imaginé, mais de façon plus profonde, plus vraie. C'était un dimanche de mars. Le printemps revenait, et avec lui, les fleurs du cerisier. Je me tenais dans le jardin de la résidence, regardant mon arbre en fleurs, des pétales blancs et roses qui dansaient dans le vent, comme des promesses. « Il est magnifique !» C'était la voix de Thomas. Il venait tous les samedis maintenant, parfois le dimanche aussi, avec Julien, parfois avec les petits-enfants. Oui, il a survécu à l'hiver, comme toi. J'ai souri, comme nous tous. Ce matin-là, toute la famille était là. Thomas et les jumeaux, Julien, Sophie, Emma et Lucas, Marguerite aussi, et quelques amis de la résidence, Madame Rousseau, Monsieur Bertrand, Madame Leclerc. Nous célébrions quelque chose. Pas un anniversaire. Pas une fête traditionnelle, mais quelque chose de plus important. Le premier anniversaire de la Fondation Henri Charpentier. 1 an, 365 jours pendant lesquels la Fondation avait touché plus de 1000 personnes. Des visites à domicile, des ateliers, des sorties, des moments de vie pour ceux qui pensaient que leur vie était finie. Le maire de Neuilly-sur-Seine était venu, des journalistes aussi, mais je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était les visages, les sourires.
Les gens vivant autour de moi. Monsieur Levasseur a pris la parole. Madame Charpentier, grâce à vous, cette résidence n'est plus un lieu d'attente. C'est un lieu de vie. Vous nous avez rappelé que vieillir n'est pas mourir. C'est continuer. Différemment. Mais continuer. Les applaudissements ont éclaté. J'ai senti mes joues rougir. Puis ça a été mon tour de parler. Je me suis levée. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, d'émotion. Il y a 1 an, j'étais seule dans ma chambre, veuve, abandonnée, sans avenir. Je pensais que ma vie était finie, que je n'étais plus qu'un poids, un meuble encombrant dans la vie de mes enfants. J'ai regardé Thomas et Julien. Ils baissaient les yeux. Et puis j'ai gagné à la loterie. 4,2 millions d'euros. Une somme énorme. Et soudain, tout le monde s'intéressait à moi. Pas à ma solitude, pas à mon chagrin, à mon argent. Les gens écoutaient en silence. J'aurais pu donner cet argent pour acheter l'amour, pour acheter la paix, pour acheter le silence de ma conscience. Mais j'ai fait autre chose. J'ai choisi de vivre. Ma voix tremblait. Mon mari, Henri, m'avait laissé une lettre dans laquelle il me disait « Ne te laisse pas faire ». Alors je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit non. J'ai choisi ma dignité plutôt que leur approbation. J'ai sorti le portefeuille en cuir marron de mon sac, celui qui ne me quittait jamais. Dans ce portefeuille, il y a des souvenirs. Une photo de Venise, où Henri et moi étions jeunes et amoureux. Une lettre qu'il m'a écrite avant de mourir. Un article de journal qui raconte ma renaissance. Et maintenant, des photos de mes petits-enfants, de ma sœur, de mes amis. J'ai ouvert le portefeuille. Les photos sont tombées comme des pétales. Vous voyez? La vie continue, même après la perte, même après la trahison. Elle continue si on lui donne la permission. Les larmes coulaient librement maintenant, sur mon visage, sur celui de mes fils, sur celui de Marguerite. Cette fondation, ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est ma façon de dire, nous existons. Les vieux existent, les abandonnés existent, et nous avons le droit de vivre dignement, jusqu'au bout. J'ai regardé le cerisier. Mon mari avait planté des cerisiers pour nos fils, pour qu'ils aient des racines. Ces arbres ont été coupés, mais j'en ai planté un nouveau, pour moi, parce que j'ai compris que je méritais aussi des racines. Une vie, un avenir. Monsieur Bertrand applaudissait, Madame Rousseau pleurait, les journalistes prenaient des notes. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une seule personne comprend qu'on peut recommencer à 65 ans, à 70 ans, à 80 ans, alors je n'aurais pas vécu pour rien. Après les discours, après les photos, après les embrassades, je me suis retrouvée seule dans le jardin. Le soleil descendait, le ciel était rose et or. Thomas est venu me rejoindre. « Maman, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. » Je me suis inscrit à des séances de thérapie pour travailler sur tout, mon rapport à l'argent, à la réussite, à l'amour. C'est bien, mon chéri. Et j'ai trouvé un nouveau travail. Pas dans l'architecture, je suis devenu formateur, j'enseigne aux jeunes architectes, je gagne 10 fois moins qu'avant. Mais je suis en paix. Il a souri, un vrai sourire. Je vis dans un petit appartement maintenant. Les jumeaux viennent un week-end sur 2. On fait des choses simples, on cuisine ensemble, on se promène, on parle. Vraiment. Je suis fière de toi, Thomas. Tu l'es? Vraiment? Oui, parce que tu as compris quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent jamais, que la réussite n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on est. Il m'a prise dans ses bras, fort, longtemps. Merci, maman. Merci de m'avoir laissé une chance. Julien est venu ensuite, avec Sophie et les enfants. Emma, ma petite fille de 9 ans, tenait un dessin. Grand-mère, j'ai fait ça pour toi. C'était un dessin d'un cerisier, avec des fruits rouges, et une femme à côté. Moi. Il est magnifique, ma chérie. Maman dit que tu es la femme la plus courageuse du monde. J'ai regardé Sophie. Elle souriait à travers ses larmes. Ta grand-mère n'est pas courageuse, Emma. Elle est juste vivante. C'est pareil, non? J'ai ri. Peut-être. Oui, peut-être. Lucas, 6 ans, m'a pris la main. Grand-mère, c'est vrai que tu étais triste avant? Oui, mon cœur. Et maintenant? Maintenant, je suis heureuse. Parce que tu as gagné plein d'argent? Non, parce que j'ai gagné quelque chose de plus important. Moi-même. Il n'a pas compris. Mais un jour, peut-être, il comprendrait. Julien m'a parlé à l'écart. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Je suis retournée travailler dans une association. Je m'occupe de personnes en difficulté financière. Je les aide à restructurer leurs dettes, à reprendre le contrôle. C'est merveilleux, Julien. C'est ironique, surtout. Moi qui étais noyée dans les dettes. Maintenant, j'aide les autres à s'en sortir. Ce n'est pas ironique, c'est logique. On aide mieux quand on a souffert.
Il a hoché la tête. Papa serait fier de nous, tu crois? Oui, pas de ce que vous étiez devenu, mais de ce que vous êtes en train de devenir. Le soir tombait. Les invités partaient. Ma famille aussi. Marguerite était restée avec moi un moment. Tu as réussi, Sabine. Réussi quoi? À transformer la douleur en sagesse. C'est rare. Je n'ai pas eu le choix. C'était ça ou mourir de chagrin. Tu as toujours le choix. Tu as choisi la vie. C'est courageux. Nous nous sommes promenés dans le jardin. Le cerisier se dressait dans la pénombre. L'année prochaine, il donnera encore plus de fruits, ai-je dit. Et toi, qu'est-ce que tu donneras l'année prochaine? Je ne sais pas, mais je sais que je serai là pour le découvrir. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai écrit quelque chose. Pas une lettre, juste des pensées. Pour moi, pour les autres, pour toutes les femmes qui, comme moi, ont cru que leur vie était finie. À 65 ans, j'ai appris que la vie ne se termine pas quand on perd quelqu'un. Elle se termine quand on se perd soi-même. J'ai appris que l'amour véritable ne se mendie pas. Il se donne librement où il n'est pas. J'ai appris que les gens montrent leur vrai visage quand l'argent entre en jeu, et que c'est une bénédiction de voir la vérité, même quand elle fait mal. J'ai appris que nos enfants ne nous appartiennent pas, qu'on les élève du mieux qu'on peut, et qu'ensuite ils font leurs choix, leurs erreurs, leur chemin. J'ai appris que vieillir n'est pas une condamnation. C'est une continuation, une transformation, un nouveau chapitre. J'ai appris que l'argent ne rend pas heureux, mais qu'utilisé avec sagesse, il peut créer du sens, du lien, de la vie. J'ai appris que la justice existe, pas toujours immédiate, pas toujours visible, mais elle existe. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et surtout, j'ai appris que je peux vivre sans l'approbation des autres, sans leur validation, sans leur amour conditionnel, parce que je me suffis à moi-même. Et que c'est le plus grand cadeau que la vie puisse offrir. Le lendemain matin, je suis retournée dans le jardin. Le cerisier était magnifique sous le soleil levant. Madame Rousseau m'a rejointe avec 2 tasses de café. Vous avez bien dormi? Comme un bébé. Vous savez ce que je me disais? Non, que vous êtes la preuve vivante qu'on peut renaître, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle circonstance. Je ne suis pas sûre d'être une preuve de quoi que ce soit. Je suis juste une vieille femme qui a eu de la chance. Non, vous êtes une vieille femme qui a fait des choix. La chance, c'était la loterie. Le reste, c'était vous. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des centaines de lettres, de femmes, d'hommes aussi, de personnes âgées qui se sentaient invisibles, inutiles, abandonnées. Ils me racontaient leurs histoires, leurs douleurs, leurs espoirs, et ils me remerciaient. Vous nous avez montré qu'on peut encore exister. J'ai répondu à chaque lettre, une par une, parce que chaque personne méritait d'être vue, entendue, reconnue. Un mardi après-midi, j'ai reçu une visite inattendue. Mathilde, l'ex-femme de Thomas. Sabine, je peux entrer? Bien sûr. Nous nous sommes assises dans le petit salon. Elle avait l'air fatiguée, mais apaisée. Je voulais vous dire quelque chose. Thomas et moi, on se parle de nouveau. Pas pour se remettre ensemble, mais pour les enfants. Et il a changé. Vraiment changé. Je sais, c'est grâce à vous. Non, c'est grâce à la vie, à ses conséquences. J'ai juste refusé de le sauver. Et c'est ça qui l'a sauvé. Elle a souri. Les jumeaux vous adorent, vous savez. Ils parlent tout le temps de leur grand-mère héroïque. Je ne suis pas une héroïne. Si, vous êtes l'héroïne de votre propre vie. Et ça, c'est rare. Le dimanche suivant, c'était Pâques. Toute la famille est venue déjeuner à la résidence. Nous avons mangé dans le jardin, sous le cerisier en fleurs. Les enfants couraient, riaient, cherchèrent des œufs cachés dans l'herbe. Thomas et Julien parlaient ensemble. Vraiment, sans tension, sans rivalité. Marguerite racontait des histoires de notre enfance. Sophie et Mathilde discutaient, amies improbables réunies par leurs expériences communes. Et moi, je regardais tout ça, cette vie, cette famille, imparfaite, blessée, mais présente. « À quoi tu penses, maman ?» a demandé Julien. « Je pense que la vie est étrange, qu'elle nous casse, puis elle nous répare, différemment. Mais elle nous répare. Tu nous as pardonné ?» J'ai regardé mes 2 fils, ces hommes qui m'avaient tant fait souffrir, mais qui essayaient maintenant, maladroitement, sincèrement. Le pardon n'est pas un événement, Julien. C'est un processus. Jour après jour, je vous pardonne un peu plus. Jour après jour, je me pardonne aussi. Te pardonner quoi? De vous avoir trop aimé, de m'être oublié, de vous avoir donné tout sans jamais rien demander. Thomas a pris ma main. On ne fera plus la même erreur avec nos enfants. Bien. Le soir, quand tout le monde est parti, je suis restée seule dans le jardin. Le soleil se couchait. Les pétales du cerisier tombaient doucement, comme des flocons.
J'ai sorti le portefeuille d'Henri. J'ai regardé toutes les photos, tous les souvenirs. Henri, ai-je murmuré. Tu vois, j'ai vécu, comme tu me l'avais demandé. J'ai vécu pour moi, pour toi, pour nous. Et maintenant, peut-être, je vis aussi pour eux, mais différemment, sans m'oublier. Le vent a soufflé, les pétales ont dansé. Et j'ai senti quelque part qu'Henri était fier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Mon cerisier a 2 ans. La Fondation Henri Charpentier aide 2000 personnes. Mes fils viennent me voir chaque semaine. Mes petits-enfants m'appellent. Marguerite et moi déjeunons ensemble tous les dimanches. Je ne suis plus seule, pas parce que j'ai acheté l'amour, mais parce que j'ai trouvé ma valeur. Et cette valeur, personne ne peut me la prendre. Si vous lisez ces mots, si vous êtes une femme abandonnée, oubliée, invisible, sachez ceci. Vous existez. Votre vie a de la valeur. Vous n'êtes pas trop vieille pour recommencer. Vous n'êtes pas trop faible pour vous battre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'amour avec votre dignité. Vous pouvez dire non. Vous pouvez choisir. Vous pouvez vivre. Pour vous. Vraiment. Et si un jour, dans un jardin quelque part, vous voyez un vieux cerisier en fleurs, pensez à moi. Pensez à Sabine. Une femme qui a perdu tout et qui a tout retrouvé en se retrouvant elle-même.